Le gros sujet de la semaine, c'était l'inflation et pas qu'aux États-Unis. En Chine, on a une progression record du coût des marchandises qui sortent de leurs usines et les consommateurs commencent à en ressentir les effets avec une hausse des prix à la production de 13,5%. Et ça s'accélère puisque le mois d'avant, c'est-à-dire au mois de septembre, on était à une progression de 10,7%, qui était déjà alors une hausse record depuis que le gouvernement a mis en place ces données, c'est-à-dire depuis les années 1990. Et vu qu'on a quand même quelques produits chinois qui s'exportent, un peu, forcément, ça va se diffuser partout dans le monde. Aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation ont augmenté, eux, de 0,9% le mois dernier, ce qui nous fait une hausse de 6,2% en rythme annualisé. On est largement au-delà des 5,9% qui étaient attendus par le marché. Et ça, oui, c'était une surprise parce qu'on a eu quand même pas mal de réactions, notamment de tout ce qu'on appelle des couvertures inflationnistes, que ce soit l'argent, mais également l'or. On a même eu, au même moment, une réaction positive sur le Bitcoin. Et là se pose la question de est-ce que le Bitcoin ou les cryptos dans leur ensemble est une couverture contre l'inflation. C'est pas parce qu'on a eu une réaction positive en 5 minutes ou en 1 heure que forcément c'est à généraliser dans le temps. En tout cas, pour le moment, on n'a pas suffisamment d'historique et d'éléments pour le confirmer. D'ailleurs, quel est votre avis? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une couverture contre l'inflation? Vous pouvez le mettre en commentaire. Sinon, on l'a déjà évoqué, le mandat de Jérôme Powell arrive à sa fin. Et c'est pas certain qu'on le renouvelle. Joe Biden a reçu Lael Brainard. Elle est membre du conseil des gouverneurs depuis 7 ans. Elle supervise aujourd'hui au sein de la Fed la stabilité financière, tout ce qui touche autour des moyens de paiement et notamment les transactions instantanées. Tu vois où je veux en venir? Oui, elle supervise notamment toute la réflexion qu'il y a autour des monnaies virtuelles, autrement dit les cryptos. Et oui, place au futur. Pour le moment, ce sont les deux seuls candidats, en tout cas les deux seuls qui ont eu pour le moment un entretien avec Mr. the President. Et Joe Biden est censé décider très rapidement, mais on le saura puisque une pluie de dollars sortira de la cheminée. Ah bah oui, chacun sa technique. Qu'est-ce qui va changer si c'est elle du coup? Elle est globalement d'accord avec la politique monétaire et en même temps elle est un peu plus ferme que GG. Donc ça pourrait faire son petit impact de bienvenue sur le marché. Oui, ça me rappelle des vieux souvenirs d'antan, lorsque Donald Trump a été élu président de la République. Ah, on se souvient de la mèche. Non, pas la mèche de Donald, même si bon, qu'elle est quand même belle. La mèche qu'il a créée sur les marchés à ce moment-là. Le jour de son élection, ouais, c'était quand même assez volatile. Oui, nous disions inflation et donc anticipation de remontée des taux, mais d'ailleurs ça s'est pas trop fait ressentir sur le 10 ans, c'était plutôt sur le 5 ans. Il y a eu également plusieurs autres implications, notamment sur les rendements réels, c'est-à-dire déduits de l'inflation. Là, ils commencent à se réduire comme peau de chagrin. Et du coup, les investisseurs essayent de chercher des actifs plus risqués. Donc comme on l'a dit, une sorte de couverture, comme l'or et l'argent, peut-être le Bitcoin et peut-être même d'ailleurs encore plus de couverture contre l'inflation, le Shiba, si tu veux du risqué. On en a du risqué. Et c'est surtout que l'or numérique, donc le Bitcoin, a un caractère déflationniste. Plus le temps passe, et moins il y a de Bitcoin qui sont disponibles. Sinon, ça devrait moins profiter au secteur techno, qui ont d'ailleurs déjà une très bonne valorisation, au profit de tout ce qui est banque, matériaux ou énergie. Ça, on l'a bien compris avec l'envolée des cours du pétrole, mais aussi les cours du blé. Bon, même si le cours du blé, c'est pas vraiment un matériau. On a aussi un impact positif sur le dollar. Tu connais toutes les implications et l'histoire du quantitative easing, remontée des taux directeurs. Ce qui a impliqué une baisse de l'euro contre le dollar, ce qui d'ailleurs n'est pas pour déplaire le CAC et le DAX. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Oui, l'euro-dollar s'est enfoncé encore cette semaine sur des nouveaux records annuels, mais des records annuels, des plus bas records annuels. Ça devrait favoriser les entreprises exportatrices de la zone euro au détriment de celles des États-Unis. Ce pourquoi la semaine a été beaucoup plus chahutée, toutes choses étant relatives aux États-Unis qu'en Europe. Alors, ça fait partie, c'est pas que la raison pour laquelle le CAC et le DAX finalement ont quand même bien tenu par rapport aux indices américains, mais ça pourrait en faire partie puisqu'on a quand même dans une période de publication de résultats. Et pour le mécanisme, je rappelle, on va prendre exemple un produit français, une baguette qui cote en euros. Si demain l'euro baisse et que le dollar monte, et ben l'américain il va se dire ah cool, je vais pouvoir acheter une baguette et demie avec le même nombre de dollars que j'ai dans la poche. Ce qui permettra donc de mieux manger au petit-déj, puisque c'est quand même le repas le plus important. Le gras, c'est la vie. Evergrande ou Evergrande. Alors on savait pas trop cette semaine si elle avait honoré ou pas ses échéances de coupons qu'elle doit rembourser. Ça concernait 148 millions de dollars. Puis finalement la chambre de compensation a dit ok c'est bon on a reçu les sous. Bref. Sauvé de justesse encore une fois. Et on va rejouer, si vous le voulez bien, le 28 décembre. Alors
Alors oui, ça fait un peu chier parce que c'est entre Noël et le jour de l'an, mais du coup, il va falloir être encore devant les marchés. Elle devra payer 250 millions de dollars pour des coupons d'obligations qui arriveront à échéance 2023 et 2025. Souhaitons-lui bonne chance. En attendant, Fantasia Holdings se fait démonter de 50%. Oui, elle avait échoué de rembourser 100 millions de dollars en expliquant qu'elle n'était pas forcément sûre d'honorer ses prochaines échéances. J'adore les câlins. On va bientôt arriver aux bonnes nouvelles. D'abord, on va faire Walt Disney. Moins 7% jeudi, elle a publié ses résultats trimestriels. C'est pas terrible, malgré d'ailleurs un bénéfice net de quasiment 160 millions de dollars. Sauf que, globalement, c'était moins bon que les attentes. Le problème, c'est que les abonnements au streaming sur Disney, au lieu de regarder gratuitement des vidéos sur YouTube, ça serait pas mal d'aller voir La Reine des Neiges. Ah, après la vidéo. Non, je fais pas de promo, j'ai pas de code de réduction, rien, non. Bon, les abonnements montent quand même globalement, mais c'est pas aussi rapide que prévu et pas aussi rapide que les autres. Sachant qu'en plus, les productions ont pris du retard à cause de... Voilà. Tu sais, je dis pas le mot, non, c'est interdit. C'est surtout anxiogène en fait. Disons qu'on est plus Netflix et Prime Video que Disney. Parlons de Tesla. Oui, c'est un rendez-vous hebdomadaire et plus particulièrement de son frère Kimball, où il a vendu quelques actions au cours de 1229,91 $ exactement. Il les a vendues juste avant les tweets de son frère. Il avait besoin de 100 millions de dollars visiblement avant les fêtes de Noël. Et Elon, quant à lui, a vendu aussi un premier bloc. Là, on n'est plus dans les mêmes échelles, c'est plus d'1 milliard de dollars. Ça, c'était lundi, mais c'était plutôt pour répondre à des obligations fiscales qui découlent de l'exercice de stock option. Mais ça sert à rien d'aller contacter la SEC, puisque de toute façon, ils avaient déjà l'information au mois de septembre. C'était déjà prévu. PayPal, sinon, c'est pas top. Elle a réduit ses perspectives pour 2021. Les résultats au troisième trimestre étaient plutôt mitigés. Problème de chaîne d'approvisionnement. Et en plus de ça, le rachat de Pinterest annulé. C'est pas la fête non plus. Bon, allez, c'est pas grave. T'es seul, t'es célibataire. Eh bien, tu as peut-être participé aux 74 milliards d'euros, oui, je fais la conversion, qui ont été dépensés lors de cette édition 2021, le Single Day en Chine. C'est le concurrent du Black Friday aux États-Unis. Et donc, c'est tous les 11 novembre. Et nous, on a l'armistice ce jour-là. Preuve que ça marche quand même beaucoup mieux ce jour des célibataires que le Black Friday aux États-Unis. Est-ce que, à ton avis, on va faire des nouveaux records historiques sur les indices américains d'ici la fin de l'année? C'est une vraie question. Vous pourrez répondre en commentaire votre avis. Parce que ça fait quand même 65 fois que le SP500 a fait des nouveaux records historiques cette année. Bon, c'est pas le record absolu de tous les temps qui s'élève à 77. Et ça, c'était durant les années 90. On a d'ailleurs évoqué la semaine dernière sur les indices américains. Je te partageais mon avis de ne pas participer à cette hausse sur les indices américains. En tout cas, de ne plus le faire, quitte à les louper en mouvement, c'est pas bien grave, mais d'attendre au contraire des breakouts baissiers journaliers. Autrement dit, la rupture des plus bas de la veille. Certes, c'est une stratégie offensive que j'assume pleinement. Ça a eu lieu, mais c'est loin d'être transcendant. Oui, ça s'est légèrement arrondi avec l'inflation aux États-Unis, mais ça, je le répète encore une fois, tant que les taux à 10 ans, notamment aux États-Unis, ne s'emballent pas au-delà de 1,70, 2%, mais de manière violente, franchement, il n'y a rien de dramatique. Et d'ailleurs, on pourrait même retourner sur cette ligne bleue, c'est la MM20 Daily, moyenne mobile à 20 jours. On serait toujours dans une tendance haussière. Disons qu'il faut essayer de faire comme on peut avec ce manque de volatilité. Dès qu'il y en a un petit peu, essayer d'avoir un plan, de le respecter, et puis s'il s'invalide, il s'invalide. En tout cas, pour le moment, c'était que des bougies vertes non-stop tous les jours. C'est vrai que c'était un peu ennuyeux quand même. Les indices européens, comme on l'a vu, eux ne bronchent pas, que ce soit le CAC ou même le DAX. Nouveau record historique, notamment sur l'indice parisien qui reste au-dessus des 7000 points. On a vu tout à l'heure pourquoi, en partie. L'argent, je vous en parle ici depuis fin septembre, notamment sur cette grosse zone d'achat weekly et très importante sur laquelle on cherchait des stratégies acheteuses tout simplement pour rentrer sur une zone support dans une tendance primaire qui reste haussière. Il continue sa route après l'extraction par le haut de ce canal descendant qui était en place depuis début juin. Je continue donc à essayer de le travailler à l'achat avec comme ligne de mire les 26,50 $. Même principe sur les cours de l'or alimentés par cette inflation qui se comporte aussi très bien. Globalement, sur le marché, on a une pause de manière générale, alors toujours un peu de manière hétérogène, une sorte de respiration step by step. D'ailleurs, même chose sur l'ensemble des cryptos. Oui, on a réalisé des records historiques cette semaine, notamment sur le Bitcoin, sur l'Ethereum aussi et bien d'autres, d'ailleurs comme en témoigne la capitalisation totale. On est passé au-dessus des 3000 milliards. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus de la MM20 Daily, toujours en bleu, et pour le moment ça va. C'est lent,
mais ça respire et c'est plutôt bien pour la suite. On a toujours des départs de certaines cryptos. On a déjà vu tout ça dans le Crypto Hebdo de mercredi, si tu ne l'as pas déjà vu. On a fait le tour, n'hésite pas à liker, c'est très important pour la chaîne, de partager à tes proches ou autres si ça permet de faire découvrir les marchés d'une autre manière. Et n'hésite pas d'ailleurs si tu as quelque chose à ajouter à le faire en commentaire. Très bon dimanche, très bonne semaine. Ciao!